pour cette table ronde MUST. Donc, il s'agit du premier événement de l'association MUST cette année. Je vais prendre la parole en introduction pour vous présenter l'association, donc en l'absence des deux coprésidents de l'association, donc Monsieur Marc-Antoine Messer et Monsieur Guillaume Drévon, qui n'ont pas pu être présents malheureusement pour des raisons professionnelles. Donc, l'association MUST pour mobilité et usage soutenable du territoire, c'est une association de jeunes chercheurs, mais pas que, aussi de gens qui sont simplement intéressés par ces thématiques et qui cherchent à mieux comprendre de manière un peu interdisciplinaire tous ces aspects d'usage du territoire, donc entre les disciplines d'urbanisme, de sociologie urbaine, de géographie notamment. Pour cela, et un des gros objectifs de l'association, c'est également de donner la parole à des chercheurs et chercheuses tous ces domaines-là, et de valoriser aussi la jeune recherche, ou peut-être des fois des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer dans les médias autant que d'autres chercheurs beaucoup plus connus. Euh, et donc également de donner la parole et comment dire, de vulgariser toutes ces thématiques. C'est vraiment très important de faire un pont aussi avec le grand public et que la recherche puisse être mieux comprise par tout le monde. Un autre grand objectif de l'association, c'est aussi de donner la parole à différents acteurs et actrices du terrain sur différentes thématiques. On a notamment, en fin d'année passée, organisé un forum qui réunissait des associations de défense du rail à travers l'Europe francophone, donc Belgique, Suisse et France. C'est un peu aussi l'objectif de ce soir, donc avec cette table ronde qui donne la parole à des experts académiques, mais également à des acteurs et actrices du terrain. Donc je remercie toutes ces personnes au nom de l'association d'avoir répondu présente aujourd'hui pour cette table ronde. Je remercie également Lauriane Cibot qui a tout organisé euh, d'une main de maître comme à son habitude, et je lui laisse tout de suite la parole pour présenter nos intervenants et présenter la suite, le déroulé de cette fin d'après-midi. Oui, donc merci Flavio et merci également pour ton aide pour cette organisation et pour le déroulé de l'événement de ce soir. Donc merci aussi également à nos intervenants qui sont aussi qui ont pris du temps également pour venir nous parler de la piétonisation des centres-villes, thématique très importante dans un contexte où la mobilité est devenue un enjeu majeur et où surtout la marche redevient à la mode. Et nous allons donc nous intéresser à cette question de savoir s'il faut ou non piétoniser nos centres-villes pour améliorer la qualité de vie des usagers, mais aussi notre empreinte écologique. Nous allons structurer du coup la discussion autour de différentes interventions qui vont lier à la fois le regard académique, mais aussi des regards plus professionnels et aussi le regard des usagers, et notamment les commerçants et les automobilistes. Et pour ce, je vais remercier nos intervenants de ce soir, donc Nicolas Babet, doyen de l'Institut du management des villes et du territoire et professeur à la Haute École de gestion Arc de Neuchâtel, Philippe Carrard, urbaniste communal à la ville de La Chaux-de-Fonds, mais également nos intervenants ponctuels, Brigitte Leitenberg, coprésidente de l'Association du commerce indépendant de détail de La Chaux-de-Fonds, Xavier de Haller, membre du comité de l'ACS Vaud, et puis Laetitia Bété, ingénieure en transport et urbaniste, qui représente ce soir Mobilité piétonne Vaud. Mais la parole va aussi vous être donnée à vous, le public. Si vous souhaitez intervenir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Mais sans plus attendre, débutons, et on va peut-être débuter par une contextualisation. Et pour cela, j'ai laissé la parole à M. Carrard qui va nous expliquer un petit peu brièvement l'historique et l'avancement de la piétonisation à La Chaux-de-Fonds. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, concernant la contextualisation par rapport à la piétonisation du centre-ville de La Chaux-de-Fonds, j'ai souhaité donner quelques informations, je dirais un peu en préambule. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui connaît cette magnifique ville. 38 000 habitants, 25 000 emplois et une situation assez particulière aussi en termes de tout ce qui concerne les transports. C'est une ville qui n'a pas actuellement de contournement routier.
C'est, je pense, la dernière ville de Suisse de cette taille qui n'a pas de contournement routier. Donc, on a l'ensemble du trafic routier qui transite à travers le centre-ville et la vieille ville. Et ça nous pose effectivement des soucis pour le développement de projets liés à la piétonisation de notre centre-ville et de notre vieille ville. Vous avez ici sur la première slide un élément pour montrer finalement la situation en termes de transport. C'est tiré d'une fameuse votation que les Neuchâtelois connaissent en février 2016, qui était la votation liée à Mobilité 2030. Et vous le voyez en haut à droite, les éléments qui sont donnés sur les changements qui vont s'opérer au niveau de la mobilité dans le canton, puisqu'on aura un contournement routier qui va se réaliser en direction du Locle, c'est la N20, et côté des Cordes Morel que vous voyez sur le plan, donc côté du Jura, qui sera la H18. Ce contournement de la H18, dont un crédit va être présenté prochainement au niveau du Grand Conseil neuchâtelois, est l'élément essentiel pour la ville pour après finalement régler la situation en termes de transport individuel sur la vieille ville. On le verra sur les 2 slides suivantes. Vous avez également sur ce plan le tracé de la ligne directe, la ligne ferroviaire qui va relier le littoral aux montagnes et qui va permettre aussi une accessibilité accrue entre les 2 agglomérations. Peut-être la deuxième slide. Merci. Vous avez ici un extrait de notre plan directeur communal des mobilités qui était passé au législatif en novembre 2017. Avec des éléments importants. Ce qui est en jaune, c'est ce qu'on appelait le réseau d'espaces publics majeurs. Donc, c'est ces espaces-là où on souhaite donner un élément important pour la mobilité douce, notamment pour les piétons, avec majoritairement des espaces qui seront en zone piétonne, voire en zone de rencontre, avec une temporalité qui prendra également un peu de temps quant à la mise en œuvre. Vous avez également sur le plan 3 patatoïdes vertes qui représentent les 3 zones piétonnes qu'on a actuellement au niveau de la ville. Donc on voit que pour l'instant on en a assez peu. On a celle qui est à gauche sur le plan, c'est la place de la gare. Et après vous avez la place Espacité où on a le petit P. Et celle qui est tout à droite, c'est la place de la Carmagnole. Donc on voit que pour l'instant, on a une piétonisation du centre-ville qui est assez faible, qui est notamment liée à cette charge de trafic qu'on a dans le centre de la ville. Peut-être la troisième et dernière slide pour présenter le dernier plan directeur des mobilités, ce qu'on appelait le plan directeur partiel des mobilités de la H18, donc lié au contournement routier qui celui-là est un petit peu plus récent puisqu'il a été présenté au législatif en novembre 2019 et qui montre la situation qu'on aura quand on aura le contournement routier de la ville qui sera réalisé avec les éléments qui sont intéressants. C'est tout ce qui est en vert, c'est des rues qui vont passer en zone piétonne puisqu'on aura sorti tout le trafic de transit qu'on a actuellement au centre et on l'aura amené sur la route de contournement. Donc, on voit vraiment quand on aura cette infrastructure de transport qui est la H18, on va pouvoir réaliser une piétonisation beaucoup plus importante sur le centre-ville et aussi relier différents espaces qu'on a déjà au niveau de la ville qui vont être requalifiés. À noter qu'on ne va pas attendre le contournement routier pour réaliser déjà des projets. On le distingue ici sur le plan, mais qui n'est pas coloré. On a juste le nom. On a le projet de la place du marché qui est actuellement en discussion, qui a fait l'objet d'une demande de crédit au niveau du législatif, qui est actuellement combattu par un référendum. On verra si le référendum aboutit ou pas. Mais cette grande place qui est actuellement en zone de rencontre, qui est le cœur du centre-ville, devrait passer en zone piétonne. Donc on voit qu'on a vraiment des projets qui sont annoncés pour l'avenir en termes de piétonisation de notre centre. Voilà le contexte très brièvement par rapport à la ville de La Chaux-de-Fonds. Très bien, merci. Donc, fort de ces constats, on va pouvoir entrer dans une discussion. Peut-être commencer par les aspects plus positifs, qui sont les arguments, opportunités et leviers d'une piétonisation des centres-villes. Et pour cela, l'un des arguments qui revient majoritairement, c'est l'aspect écologique.
Mais j'ai envie de poser la question à M. Babet. Est-ce que, en fin de compte, la piétonisation est-elle vraiment une mesure à la hauteur des enjeux écologiques, ou il s'agit plutôt et d'abord de renforcer l'attractivité des centres-villes et l'image des centres-villes? Alors, bon, merci beaucoup pour la question. Je vais essayer d'y répondre en disant que c'est pas ou bien, c'est vraiment et. Donc, un centre-ville peut être, comment je veux dire, évalué à la lumière de plusieurs critères, et puis vous les avez quasiment tous cités, hein. Il y a la question environnementale, les questions aussi sanitaires, de sécurité, puis il y a bien évidemment aussi des questions sociales, de lien social, puis il y a des questions économiques. Parce qu'un centre-ville, c'est bien souvent aussi, dans la plupart des villes d'une certaine taille, le poumon économique de la commune. C'est là que vous allez pouvoir trouver concentré le plus d'emplois de services, principalement des emplois de services à la population. Donc voilà, essayer de faire évoluer un centre-ville, c'est de réussir à composer, à agencer ces différents critères. Et puis là, bah, c'est toute la difficulté de pouvoir effectivement réussir à agencer ces différents critères. Il y a plusieurs difficultés à cela. Bon, je ne vais peut-être pas forcément m'étendre ici, mais voilà, quand on parle à la fois d'écologie, d'économie, de mobilité et autres, vous avez toute une série de services publics, de dicastères qui vont être là aussi mobilisés, que ça soit le service d'urbanisme, le domaine public, la voirie. Voilà, donc là, on aura affaire évidemment, là aussi, à la capacité organisationnelle des communes à pouvoir faire en sorte que tous ces services puissent se coordonner. Puis si par malheur, vous avez un exécutif où certains membres ne s'entendent pas, ou vous avez des chefs de service qui ne s'entendent pas, ce sont ces projets qui sont évidemment, qui risquent de pâtir de ces problèmes de coordination. Oui, donc on retiendra vraiment une interdépendance des arguments et des solutions multifacteurs. Et si l'on revient peut-être sur l'aspect de la chaux de fond, comment vous envisagez de coordonner ces différents arguments? Alors, je pense qu'effectivement, M. Babet a bien résumé. C'est la piétonisation, c'est le but. Il y a des buts qui sont multiples. C'est sûr que pour nous, la question de la diminution des nuisances environnementales, elle n'est pas vraiment liée, enfin, peut-être si ce n'est à proximité de la future zone piétonne, elle n'est pas vraiment liée à ça, mais surtout sur la route d'évitement et sur toutes les mesures d'accompagnement qu'on va prendre. Derrière, c'est surtout, je dirais, l'attractivité du centre-ville qui est extrêmement importante. Mais on devra ne pas oublier, c'est l'accessibilité toujours à l'ensemble des commerces, parce que c'est clair que c'est un élément important pour avoir une zone piétonne, mais il faut que l'ensemble des commerçants puissent quand même y trouver leur compte par rapport à ça. Donc, je dirais que c'est la mise en place d'un tel projet prend quand même énormément de temps et il faut trouver le juste équilibre entre les différents intervenants parce que c'est clair qu'on a des avis divergents et je pense que on aura dans le cadre du débat qui est en train d'être lancé des avis divergents entre peut-être les automobilistes qui diront piétoniser mais on ne pourra plus accéder au centre, puis d'un autre côté certains commerçants seront tout contents parce qu'ils ont des commerces de bouche où on a envie de profiter des terrasses ou ce genre de choses. Donc, il y a, je dirais, un doux équilibre à trouver qui est pas si facile parce qu'on a des intérêts qui sont des fois contradictoires. Tout à fait. Et si on reste un petit peu dans cette perspective, il faut aussi parler de l'échelle d'action optimale, en fin de compte. On l'a vu, pour la chaux de fond, c'est une échelle très locale de quartier. Mais en fin de compte, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à avoir plus des continuités piétonnes à l'échelle des villes, des agglomérations, voire même des métropoles, pour vraiment faire de la marche un mode de déplacement peut-être à part entière? Peut-être là, je m'adresse à M. Babet. Alors, quand vous parlez d'échelle d'action, moi je comprends par exemple la taille d'un centre-ville piéton. Et puis je vous propose une équation assez simple qui consisterait à dire que finalement, voilà, la taille de cette ou
l'importance de ce centre-ville est égale à la taille de la zone de chalandise. Donc, quand je parle de zone de chalandise, c'est la ville multipliée aussi par, on va dire grosso modo, pour faire très simple, un rayon de 5 à 10 km autour de la ville. Et puis, vous aurez ce bassin, cette zone de chalandise. Puis, vous le multipliez simplement par les watts. Quand je parle des watts, c'est simplement l'énergie qui est nécessaire à des piétons pour pouvoir se balader. Et puis, grosso modo, quand vous appliquez cette équation, puis pour regarder un petit peu la taille des centres-villes piétons aujourd'hui en Suisse romande, je prends, je sais pas, moi, une ville moyenne comme Neuchâtel, comme Sion ou d'autres, ça joue plus ou moins. Vous aurez un centre-ville piéton qui va faire quelques centaines de mètres de longueur ou de largeur, pas beaucoup plus. Et puis, dès lors que vous avez une ville qui est plus importante, vous aurez l'apparition de multiples centres. Donc, voilà, si je prends une ville comme Vienne, vous avez le centre dans la ville ancienne, un autre centre, on va dire, piétonnisé, qui est proche de la gare. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que pour que, d'un point de vue, en tout cas, économique, ces centres-villes fonctionnent, il faut viser une certaine densité des activités de service, que ce soit le commerce de détail, que ce soit les cafetiers restaurateurs, que ce soit les coiffeurs, enfin bref, toutes ces activités de service qui sont dédiées à la population. Et puis, voilà, cette densité, elle va déboucher après sur la fréquentation. Il faut absolument qu'il y ait de la fréquentation. Donc voilà, au travers de ces 5 petites formules, on peut se rendre compte que voilà, ces centres-villes doivent avoir une certaine taille pour commencer à devenir très efficaces d'un point de vue économique. Voilà, donc cette notion d'efficacité, je dirais tout simplement que si le centre-ville piéton est d'une bonne taille, il sera nettement plus efficace d'un point de vue économique que s'il était rempli de bagnoles. Puis je rebondirai sur ce qu'a dit M. Carrard. Je suis totalement d'accord avec lui. Il faut maintenir absolument, pour que le centre-ville puisse fonctionner, donc voilà, la capacité à pouvoir connecter ces centres-villes à toutes les formes de mobilité. Vous avez parlé de la mobilité piétonne. Il faut assurer des continuités piétonnes. Simplement pour la sécurité des piétons, il faut assurer des continuités pour la mobilité douce en vélo. Et puis également des continuités pour les voitures. Alors bien sûr, la voiture va être présentée comme voilà, quelque chose d'extrêmement négatif dans toute cette histoire. Mais je propose là aussi, nous, ce qu'on propose aussi aux villes, c'est de pouvoir essayer d'avoir de nouveau des critères pour distinguer les types de mobilité avec voiture les plus toxiques par rapport aux moins toxiques. Alors, je vous donne un exemple. Voilà, si voilà, vous avez 4 grands types de mobilité en voiture, dont les causes seront 1, la pendularité, 2, les achats, 3, les loisirs, 4, les services. Vous regardez, par exemple, du point de vue de l'efficacité environnementale, le nombre de personnes qui sont dans les voitures. Où il y a le moins de personnes, ben, c'est la mobilité induite par la pendularité. Ça, c'est probablement un des modes de mobilité motorisée les plus toxiques. Les autres types de mobilité, si je mobilise, par exemple, le critère de l'économie, force est de constater qu'il faut des voitures ou en tout cas des parkings à proximité des centres-villes commerciaux pour que ça puisse fonctionner. Vous avez aujourd'hui une crise majeure du commerce de détail en Suisse et puis en Europe qui est principalement lié à l'explosion du e-commerce. Et puis, pour qu'on puisse maintenir quand même des services et de l'emploi, il faut, voilà, d'une manière ou d'une autre, pouvoir trouver des solutions aussi pour que, à la fois pour les loisirs et puis pour les achats, on puisse avoir suffisamment de places de parc à proximité de ces centres-villes. Dans le cas contraire, ça risque d'être un échec d'un point de vue économique. Il y a encore un dernier élément sur la question des formes de mobilité motorisée les plus toxiques. Je vais parler de la pendularité, mais il y a également maintenant la mobilité des marchandises. Ça devient une véritable plaie pour les villes aujourd'hui, puisque vous avez le double effet négatif du e-commerce. Non seulement il y a des fuites financières et puis il y a de la destruction d'emplois pour les communes,
Et puis, vous avez l'autre effet, c'est la camionnette diesel de moins de 3,5 tonnes qui va livrer les paquets Zalando et Digitech aux ménages qui les ont commandés. Donc ça, c'est une autre forme de mobilité extrêmement toxique sur lesquelles certaines villes commencent à se pencher, notamment au sujet de la gestion, par exemple, du dernier kilomètre au travers de cette explosion du transport de marchandises. Voilà, je ne veux pas trop m'étendre, je vais laisser un peu la place à la discussion. Oui, très bien. Donc, on retiendra que la taille engage un enjeu économique fort, mais qu'est-ce qui compte aussi particulièrement, c'est vraiment cette connexion intermodale et puis surtout quel mode est toxique ou pas. Ça nous ouvre sur une prochaine question et sur une thématique peut-être plus politique. Donc, on pourrait se demander au final ce qu'il faut faire pour faire vraiment entrer la marche dans le champ des politiques de mobilité. Et pour cela, ce serait peut-être intéressant d'avoir la perspective de mobilité piétonne nouveau avec vous, Madame Betté. Oui, volontiers. Bonsoir à toutes et tous. Du coup, c'est sûr que pour y arriver, il y a plusieurs axes qu'on pourrait porter et qu'on défend chez Mobilité Piétonne. Je pense que le premier axe, le plus important, c'est d'identifier la marche comme un réel thème. Et puis, du reste, je vous remercie pour l'invitation. Ça veut au moins dire qu'on est déjà identifié et ça, c'est important pour nous. Donc, la marche, c'est un mode de déplacement universel. C'est le mode de déplacement universel. On est tous marcheurs à un moment donné de toutes nos journées. Et puis, la marche, c'est aussi le mode avec l'impact environnemental le plus faible. Et pour tout ça, nous, on est convaincus qu'on doit pouvoir porter ce mode au moins à égalité avec les autres modes de déplacement, si ce n'est plus. Et pour identifier la marche comme un réel thème, on estime que c'est important qu'il soit aussi identifié dans les municipalités, dans les villes, auprès des services techniques. Donc, on essaye de se battre pour des délégués piétons. Dans les villes, on a vraiment besoin d'avoir un interlocuteur dont c'est la réelle mission, qu'il ait du temps consacré pour la thématique de la mobilité et puis aussi et surtout qu'il ait un budget dédié. Donc ça, c'est pour nous le premier axe, le fait d'identifier la marche comme un réel thème. Un deuxième point, ça serait de monitorer la marche parce que, on le verra dans les débats comme on a aujourd'hui ou d'autres, on se rend compte qu'on a souvent des perceptions qui s'opposent entre automobilistes et piétons, autour aussi du commerce et des commerçants. Et en fait, tant qu'on n'a pas des réelles données qui nous permettent d'appréhender les choses de manière scientifique, c'est vraiment difficile de tenir une posture d'une part et puis de la défendre d'autre part. On voit que, par exemple, dans la période Covid, on a eu beaucoup de tests qui ont été effectués et c'est vraiment super, des places de stationnement qui ont été provisoirement supprimées au profit de terrasses, de trottoirs plus larges, ou certaines villes qui ont fermé leurs quais les dimanches ou les week-ends ou même de manière provisoire pendant tout l'été. Mais on se rend compte que quand nous, on va vers les villes pour avoir un peu un débriefing de ces méthodes, de ces actions, à nouveau, on reçoit des positions des uns et des autres, mais pas tellement d'analyse scientifique de ce qui s'est passé. Donc pour nous, ça serait vraiment important de monitorer aussi la marche. Ça va passer par des comptages. Est-ce que la suppression de ces places de stationnement ont été un réel impact négatif financier auprès des commerçants? Bref, toute une série d'indicateurs qui seraient vraiment importants de pouvoir suivre avant, pendant, après. Et puis, le troisième axe qui est le plus important, c'est de favoriser la marche. Ça, c'est aussi important pour nous de faire du lobby auprès des politiques parce que les projets autour de la mobilité douce et encore à plus forte raison, les projets autour des piétons sont souvent pas très porteurs. Dans l'idéal, on peut imaginer une passerelle, puis là, c'est le projet grandiose, mais on imagine mal un municipal préparer une conférence de presse pour annoncer qu'il va inaugurer un passage piéton ou l'élargissement d'un trottoir.
Et ça, on voit que c'est aussi un grand déficit d'image pour la marche à pied. C'est beaucoup plus porteur de se dire, ah, nous, on a un projet de tram, on a un projet de BHNS, qu'on a un plan piéton avec une vingtaine de mesures qu'on veut absolument voir aboutir d'ici à la fin de la législature. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'arriver à faire passer le message qu'il faut favoriser la marche. On peut avoir une vision intégrative. On a par exemple eu à Strasbourg un exemple avec le projet de tram qui a dédié 1% du budget des aménagements des arrêts pour améliorer l'accessibilité piétonne. Et ça, c'est très important. Ça montre qu'on a prévu en fait, le fait qu'on vient à pied chercher le tram, que ça représente une réflexion, mais aussi un budget dédié aux aménagements. Et puis, c'est ça. Pour favoriser la marche, il faut pousser les politiques à s'engager à réaliser des infrastructures, même si elles ne sont pas incroyables ou très porteuses. D'accord, donc on retiendra promotion, monitoring et lobbying. Lobbying qui justement demande de cette, comme vous dites, aux politiques de s'engager pour des aménagements peut-être aussi connexes à cet arrêt d'autres moyens de transport pour favoriser la marche. Dans cette perspective, on peut du coup parler plus des mesures d'accompagnement à la piétonisation. Il y a différentes mesures comme le réaménagement des sols ou l'installation de parkings en périphérie ou toute politique favorisant peut-être le commerce ou des applications typiquement comme Metro Minito. Dans cette perspective, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est pensé, projeté d'être fait au niveau de la ville de La Chaux-de-Fonds? Alors, je peux peut-être parler du projet qui est actuellement sur la table. Sur la table, c'est la piétonisation de la place du marché, donc la grande place qui est dans la vieille ville, où on a actuellement environ une soixantaine de places de stationnement. Donc, c'est clair qu'il y a un enjeu par rapport à ces places. Donc, il faut savoir que l'année passée, on a mis en place la politique de stationnement de la ville. On a déjà anticipé cette question de piétonisation en faisant une extension de la zone bleue, puisque on avait une grande partie de la ville qui était en zone blanche avec un stationnement gratuit. Donc, on a fait à proximité de cette place un passage de la zone blanche à la zone bleue. On est en monitorage pour voir les effets. On se rend compte que finalement, ces places de parc qu'on vient de passer en zone bleue montrent qu'elles sont assez peu utilisées. Donc, s'il y a une suppression des places de parc sur la place du marché, il y a une possibilité de report sur ce secteur-là. Parallèlement, il y a effectivement des réflexions de se dire ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte qu'une partie des personnes qui viennent en voiture stationnent plutôt en périphérie du centre-ville. Et là, il y a des réflexions pour faire une réalisation d'un parking d'une certaine capacité en périphérie du centre qui sera également utilisé comme parking d'échange avec la réalisation d'espaces piétons de qualité pour se relier sur le centre-ville. Donc, on est vraiment dans cette philosophie de ce dernier kilomètre, même là, si on ne parle pas du dernier kilomètre, puisqu'on est plutôt à 200-300 mètres, mais vraiment quelque chose d'attractif. Après, sur la question de la piétonisation, je pense qu'il y a un élément qui est essentiel pour le piéton, mais pour l'ensemble des usagers, c'est qu'ils comprennent qu'il est dans une zone piétonne. Et la question de la matérialisation est extrêmement importante. Et sur l'ensemble des projets qui sont en cours de développement, on part plutôt sur un pavage au niveau de la matérialité pour que justement le piéton se rende compte, qu'il dise « Ah, il y a quelque chose de différent ici, je suis plus sur de l'asphalte, je suis sur du pavé, donc l'usage est différent, c'est moi qui ai la priorité. » Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant de travailler à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs mesures d'accompagnement qui doivent être mises en place et qu'il faut absolument monitorer. Il faut voir si elles fonctionnent parce que ce qu'on met en place peut-être nécessite des corrections derrière et il faut le prendre en considération dans le cadre de l'élaboration du projet, mais également après. Et de monitorisation, est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites à ce niveau-là, peut-être, Monsieur Babet? Voilà, non, mais Madame Betex et puis Monsieur Carrard ont évoqué quelque chose d'absolument crucial, c'est le monitoring. Et puis là,
Dans le cadre de nos activités, quand je parle de nos activités, c'est l'Institut dont j'ai la charge. Une bonne partie de notre chiffre d'affaires consiste à produire des données que les villes n'ont pas, parce que les villes manquent tout simplement de ressources pour travailler sur des données qui existent. Je vous donne un exemple, par exemple, voilà, sur des sources de données concernant tous les types de déplacements pendulaires, c'est le relevé structurel de la population. Donc, pour travailler sur ce relevé structurel de la population, il est produit par l'OFS chaque année. Et puis, c'est une mine d'or en matière d'information sur les différents types de mobilité pendulaire, que ce soit en voiture, marche, vélo, skate, train, bus, on a tout. Et puis, à partir de certaines autres bases de données, notamment le micro-recensement, établi aussi par l'OFS, on peut élaborer des ordres de grandeur et puis chiffrer de manière relativement précise tous les types de mobilité, en tout cas en voiture aussi, et puis essayer de développer ou déployer des proportions. Ce que les villes, encore une fois, souvent n'ont pas, parce qu'encore une fois, elles manquent de ces ressources. Alors, ce qu'on a fait aussi pour d'autres villes, c'est quand même des études poussées. On a fait ça pour la ville de Neuchâtel, pour Morges, pour Sion, où on a fait des études de monitorage concernant tout simplement les usagers des centres-villes. Et puis, voilà, dans les 3 villes, on est arrivé à des constats qui étaient grosso modo similaires sur les proportions. Donc, voilà, en clair, pour les gens qui habitaient proche du centre-ville, pour la majorité, se déplaçaient à pied. Et puis, dès que vous parlez d'un bassin de chalandise de quelques kilomètres, c'est la majorité des personnes qui arrivent au centre-ville en voiture. Donc là, il n'y avait aucune surprise particulière, mais c'est vrai que c'est des études qui sont souvent utiles, voire nécessaires, pour pouvoir simplement faire bouger quelques fronts politiques. Et puis, ces données ont un rôle crucial pour pouvoir défendre, faire la promotion de tel ou tel type de mobilité. D'accord, donc on retiendra l'importance du monitoring tant au niveau politique et aussi au niveau de l'acceptation auprès de la population. On va continuer et enchaîner avec la deuxième partie. Lorsque les autorités abordent la question de la piétonisation, elles se heurtent assez rapidement à différentes parties prenantes, dont les commerçants et les automobilistes. Les commerçants qui sont souvent inquiets et peu favorables à la mesure, mais en fin de compte, pourquoi et est-ce légitime? Donc là, Madame Leitenberg, en fin de compte, comment les commerçants de la ville de La Chaux-de-Fonds ils voient le projet de piétonisation et puis quelles sont vos craintes? Merci déjà pour cette rencontre et cette discussion très intéressante. Il y a de nombreux points qui ont été déjà évoqués par les précédents intervenants. La crainte des commerçants, c'est naturellement l'accessibilité à leur magasin, mais c'est surtout la possibilité de pouvoir charger la marchandise et quand ce sont des choses lourdes. Donc, c'est vrai que la piétonisation, elle peut avoir un côté tout à fait positif pour les commerçants. Les gens qui font du lèche-vitrine, qui se promènent, qui sont dans un état d'esprit un petit peu plus décontracté. Et puis, l'autre côté, c'est le fait que ces petits commerçants qui, comme ça a été dit aussi, survivent pour beaucoup, craignent que leurs clients ne puissent plus charger leurs commerçants, leurs produits. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des pistes de réflexion, peut-être dans la livraison des marchandises, peut-être en laissant quelques places pour charger et décharger la marchandise, peut-être des horaires à mettre en place. Comme l'a dit M. Carrard tout à l'heure, c'est aussi vraiment la discussion et l'échange, trouver des solutions, écouter les préoccupations de chacun pour avancer dans ces projets qui, au niveau environnemental, sont aussi nécessaires. Donc, je pense que c'est vraiment à discuter. À La Chaux-de-Fonds, il y a à peu près 80 commerçants qui font partie de l'association des commerçants indépendants de détail. Et puis, ce sont tous des personnes indépendantes. Donc, c'est toujours difficile de réunir tout le monde
qui ont tous, un pharmacien n'aura pas les mêmes besoins qu'un boucher, qu'un marchand de vin. Donc, c'est aussi difficile de parler d'une seule voix. Mais je pense que la piétonisation, si d'autres mesures sont prises au niveau de la… Tout à l'heure, Madame Betex a parlé de la marche, mais peut-être favoriser des circuits mesurés, des bancs aussi pour les personnes plus âgées qui ne peuvent pas forcément marcher longtemps, avoir un accès piéton attractif aussi pour les promenades, pourquoi pas y intégrer aussi des aspects culturels et distrayants. Je pense qu'il y a beaucoup de pistes à poursuivre pour essayer de satisfaire tout le monde. Je pense que c'est vraiment à trouver des compromis. D'accord. Donc, dialogue et monitoring. Et en restant dans cet aspect monitoring, est-ce que les études ou des études ont révélé certains leviers qui permettraient d'avoir une piétonisation des centres-villes qui ne favoriseraient pas le développement des commerces en périphérie, mais au contraire qui permettrait, avec ce ralentissement des rythmes, de plutôt avoir l'opportunité de créer un commerce de proximité, Monsieur Babet? La question de la mobilité concernant les achats, je vais essayer de ne pas être trop compliqué, si vous voulez. On assiste depuis des dizaines et des dizaines d'années à une forme de déterritorialisation, si vous voulez, de tous les marchés qui sont induits par les postes de dépenses des ménages. Ça, ces données, on les a sur les postes de dépenses des ménages. Et puis, ben voilà, avec l'apparition de la voiture, vous avez eu l'explosion, simplement historiquement aussi, des grands centres commerciaux qui sont normalement en périphérie des villes, puis très proches de bretelles autoroutières. Pour la petite histoire, ces grands centres commerciaux sont également en crise, voire en crise encore plus grave que les commerçants de centre-ville. Et puis, évidemment, à des enjeux aujourd'hui, dans le domaine de l'urbanisme, mais également tout simplement du développement des territoires, c'est de pouvoir relocaliser ces différents flux, raccourcir ces différents marchés. Et puis, justement, cette mobilité piétonne qui serait induite par des achats, suppose, comme vous l'avez dit, de pouvoir relocaliser d'une manière ou d'une autre ces différents services à la population. Puis là, vous avez certaines données. Je reprends la ville de La Chaux-de-Fonds. Vous avez un document qui est extraordinaire qui s'appelle l'indicateur d'Avoine. L'indicateur d'Avoine, c'est un indicateur, c'est une sorte d'annuaire qui a existé de 1840 jusqu'en 1970. Et puis, dans les premières éditions, je prends par exemple l'édition de mémoire de 1892, il y avait 26 400 habitants à La Chaux-de-Fonds à cette époque. Puis, vous ne trouviez pas moins de 70 boulangeries, une soixantaine de boucheries, 70 également épiceries, sans compter tous les bistrots et autres qu'il y avait aux alentours, quoi. Donc, vous marchiez 10 mètres, vous aviez déjà un magasin parce que la ville était toute petite et puis elle explosait de services à la population. Puis tout ça, on l'a perdu. Donc, la crise climatique nous enjoint quand même de réfléchir justement aux distances géographiques comprises maintenant ces différents marchés. Et puis, il y a des chaînes de valeur qu'il nous faudra absolument raccourcir. Voilà, il est là l'enjeu. Et puis, il faut le coupler évidemment avec ces questions de mobilité douce et puis de mobilité piétonne. Si on avance un petit peu dans le débat, est-ce qu'on passerait à l'approche plutôt des automobilistes qui se décrivent souvent comme peut-être victimisés, mais en fin de compte, quelles sont vos craintes, vos arguments face à cette piétonisation au niveau de l'ACS, Monsieur De Haller? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, je vous remercie de l'invitation. C'est agréable, comme représentant des milieux routiers, d'être invité à une table ronde et puis de pouvoir assister à des échanges d'une qualité rare, puisqu'en 2 mots, non seulement je représente l'ACS, donc l'Automobile Club de Suisse, la section vaudoise, mais je suis également conseiller communal à Lausanne. Donc, on a évidemment de nombreux débats, je dirais, d'ordre politique depuis un certain nombre d'années
dans notre organe délibérant. Donc, dans le canton de Vaud, le conseil communal, c'est l'organe délibérant ou législatif au niveau communal. Donc, je vous remercie vraiment de cette invitation. Je crois que la première chose qu'il faut rappeler, au fond, et dans la grande majeure partie des cas, un automobiliste est avant tout un marcheur. C'est fondamentalement un citoyen ou un administré qui momentanément se déplace au moyen d'un véhicule, mais qui fondamentalement va se déplacer sur ses jambes. Et puis, je pense qu'il y a une erreur qui est régulièrement faite lorsque l'on parle de mobilité et d'accessibilité des centres-villes, c'est on crée une forme d'affrontement entre les différents modes de transport. Et ça, je crois qu'il est impératif et vital de sortir de cette logique-là. Ce n'est pas l'un contre l'autre, hein, c'est vraiment l'un avec l'autre, et il doit y avoir une multimodalité des modes de transport de manière à gagner en efficience et à permettre aussi à tout un chacun de pouvoir se déplacer, je dirais, de manière efficace, de manière optimum, mais aussi de manière à pouvoir satisfaire ses besoins. Parce que souvent, on dit, mais au fond, on choisit la voiture, c'est une forme de paresse ou une forme d'habitude de mobilité, mais il y a aussi des besoins, que ce soit des besoins sociaux, des besoins finalement aussi liés à des conditions de certaines personnes. Donc, il y a toute une série de paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc, je crois qu'un des messages principaux que l'on peut faire passer ce soir du côté des milieux des automobilistes, c'est qu'on est souvent vu comme des opposants. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion d'opposant. Mais au fond, nous, notre vœu et notre souhait, c'est d'être vus comme des partenaires. C'est-à-dire qu'au fond, le domaine public et la mobilité est quelque chose qui doit être conçu et qui doit être articulé de manière à pouvoir englober et prendre en compte tous les intérêts de tous les utilisateurs du domaine public. Du point de vue des automobilistes, toujours, au fond, un des arguments qui revient régulièrement, c'est la liberté de choisir la voiture. J'ai déjà dit quelques mots là-dessus, mais j'aimerais développer un tout petit peu cette problématique. Ce n'est pas forcément un choix, entre guillemets, de riche, le choix de la voiture, mais la voiture a des aspects soit personnels, mais aussi professionnels. Il y a des gens qui ont besoin du transport individuel motorisé ou le TIM pour leur activité professionnelle. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui ont besoin, pour des questions personnelles, de pouvoir recourir à la voiture, que ce soit dans des dimensions de proches aidants. Hein, on parle beaucoup de personnes qui ont besoin de pouvoir soit déplacer des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées, pouvoir amener un certain nombre de biens aussi à des proches, hein, sans forcément avoir référence aux commerçants ou bien à l'activité économique, hein, mais aider une personne âgée, aider une personne à mobilité réduite, aussi rendre un certain nombre de services, ce sont des choses où ce sont des activités dans lesquelles la mobilité individuelle est utile. Et puis, il y a aussi un aspect social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un certain nombre d'activités dites loisirs ou de distraction, eh bien, la voiture est aussi un moyen qui est parfois nécessaire pour une partie de la couche de population, ne serait-ce parce que tous les endroits de distraction ou de détente ne sont pas forcément accessibles en transport public, ou aussi pour des questions de coût de ces derniers. Donc ça, c'est aussi des éléments qui doivent être pris en compte. Donc, quand on parle de mobilité individuelle, transport individuel motorisé, eh bien, il y a une dimension sociale aussi du transport individuel. Pour revenir à la problématique qui nous occupe, à savoir la piétonisation des centres-villes, il y a un élément qui aujourd'hui, dans le cadre des différentes interventions qui ont eu lieu jusqu'à présent, qui n'est pas pris en compte. On s'est beaucoup focalisé sur la problématique des flux de transport routier, dira-t-on. On s'est aussi posé la question des piétons. Mais un intervenant qui manque peut-être aujourd'hui autour de cette table, c'est les cyclistes, parce que notamment à Lausanne, qui est la ville que je connais le mieux, ou l'exemple que je connais le mieux, la problématique du rôle et puis du positionnement au fond et sur le domaine public des deux roues et des vélos est quelque chose qui est problématique, parce que quand on parle d'un centre-ville piéton, est-ce qu'une zone piétonne est une zone dans laquelle les vélos peuvent rouler librement?
Est-ce qu'ils doivent mettre, en guillemets, pied à terre et puis pousser leur cycle? Est-ce qu'ils doivent laisser leur cycle à l'entrée de la zone piétonne pour se déplacer là aussi comme un piéton, comme un automobiliste? Ça, ce sont des questions, ce sont aussi des défis auxquels les autorités sont désormais confrontées. Alors, à la chose avec M. Carrard, je ne sais pas quelle est la vision des autorités vis-à-vis au fond, de comment est-ce qu'on canalise aussi ce flux de mobilité, les deux roues ou la mobilité douce, qui interagit, que ce soit sur la route avec le transport individuel motorisé ou alors dans les zones piétonnes avec les piétons. Et on voit, nous, à Lausanne, il y a un certain nombre de conflits qui apparaissent dans les zones piétonnes avec les cyclistes. La question n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais comment, au fond, on peut régler ce problème. Pour les automobilistes, c'est vrai que, pour revenir à la question de base qui était posée, il y a un sentiment de plus en plus de victimisation, en guillemets, parce qu'on a l'impression que dans tous les projets d'urbanisation, c'est le transport individuel motorisé qui, en guillemets, fait les frais de toute évolution. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver de la place, on essaie de changer ou de modifier les modes, la manière de se déplacer et les habitudes en matière de mobilité, mais au fond, il y a rarement des vraies mesures de compensation, des vraies mesures d'accompagnement qui sont proposées au transport individuel motorisé, encore une fois, en tout cas dans le cadre des dossiers que je connais le mieux, à savoir Lausanne et dans le canton de Vaud. À cet égard-là, la technique dite du pied dans la porte, c'est effectivement un sentiment qui revient assez régulièrement. Aussi, quand on discute avec les commerçants lausannois, qui disent, mais au fond, on nous dit on va faire des travaux et pendant 2 mois, on supprime provisoirement une place de parc. Et puis, au bout de 2 mois, quand les travaux sont terminés, effectivement, il n'y a plus une place de parc, mais ce qu'on appelle une parklette à Lausanne, à savoir des bancs pour je sais pas, pique-niquer ou discuter avec des amis. Mais au fond, ils nous disent, mais on a l'impression qu'on s'est fait avoir parce qu'on nous dit non, mais c'est juste provisoire, c'est 2 mois le temps de faire des travaux. Et puis finalement, c'est une mesure provisoire qui devient pérenne ou c'est du provisoire qui est destiné à la base à durer. Donc vis-à-vis de cela, c'est vrai qu'il y a un peu un réflexe de victimisation, en tout cas une certaine méfiance qui s'est installée vis-à-vis des autorités qui évidemment n'est pas favorable à la création de partenariats. L'autre élément qui est apparu ce printemps, c'est au fond l'excuse Covid, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire qu'on a vu au terme de la phase de semi-confinement du mois de mars et d'avril, à Lausanne, apparaître toute une série de mesures, alors sans discuter sur le fond, mais qui au fond allaient tout le temps dans la même direction, à savoir on prend on pénalise quelque part la mobilité individuelle, le team, pour créer des bandes cyclables, pour étendre les terrasses, etc. Encore une fois, c'est des mesures qui probablement étaient tout à fait justifiées, mais l'impression ou le sentiment qu'il y a eu du côté des milieux des automobilistes, mais aussi du côté des professionnels de la route, des transporteurs qui ont dit, mais nous, on a eu l'impression que du jour au lendemain, on s'est retrouvé pénalisé, on s'est retrouvé sans aucune forme de consultation mis au fond devant le fait accompli. Et donc, face à cela, aujourd'hui, les automobilistes et les commerçants dans certaines situations n'ont pas d'autre moyen que de se dire qu'on doit recourir à l'action judiciaire parce qu'on n'est pas entendu des autorités publiques, on n'est pas consulté et quand on est consulté, notre avis n'est pas ou peu pris en compte. Donc, le seul moyen qu'on a, et c'est souvent regrettable parce qu'en réalité, ça bloque des projets pour pas grand-chose pendant plusieurs années, ça coûte beaucoup d'argent pour un résultat qui n'est pas forcément optimal, les différents milieux concernés ont tendance à maintenant déposer des recours, à saisir les tribunaux pour que certaines mesures soient examinées. Donc, et pour conclure et pour continuer le débat et pour monopoliser ad aeternam la parole, je dirais que du côté des automobilistes, au fond, les pistes de réflexion qu'on pourrait développer, il n'y a pas de mauvais jeu de mots avec les pistes cyclables, hein, c'est bien des pistes de réflexion. La première, c'est au fond garantir des interfaces efficaces entre les différents hiérarchies ou les différents réseaux routiers, c'est-à-dire au fond pouvoir sortir d'une autoroute et aller rapidement en direction des centres-villes et dans les parkings. Ça nous peut être une première piste de réflexion, c'est garantir cette interface, c'est-à-dire que quelqu'un qui sort d'une autoroute puisse, de manière assez rapide, accéder au centre-ville et se parquer.
première piste de réflexion. Deuxième piste de réflexion, c'est de garantir l'accessibilité des parkings, c'est-à-dire que les parkings doivent être indiqués, ils doivent être avec des signalisations qui peuvent aussi être mises en amont, déjà sur l'autoroute aux abords de ville. Ça se fait de plus en plus dans les agglomérations, de dire, ben voilà, vous arrivez dans telle direction, voici où vous avez un parking public avec le nombre de places disponibles, ce qui permet aux gens de pouvoir se guider rapidement. L'autre piste, c'est la multimodalité. C'est au fond garantir, ou dans la majeure partie des cas, la possibilité de se déplacer du point A au point B par différents modes de transport. Et par multimodalité, il ne faut pas comprendre l'addition de différents modes de transport, c'est-à-dire prendre un bout la voiture, ensuite un bout un transport public, finir à pied, ou peut-être même encore prendre un vélo entre deux. Non, c'est vraiment pouvoir déplacer du point A au point B avec le même mode de transport, de manière à répartir mieux la charge de transport et ainsi aussi à favoriser l'efficacité de chaque mode de transport. Et puis le dernier point, je pense que c'est des vrais efforts de consultation de la part des autorités. C'est une consultation suffisamment en amont avec la possibilité de faire valoir les points de vue des différents intervenants et de trouver des solutions consensuelles. Parce qu'une solution, au fond, qui est consensuelle et qui est portée par les différents utilisateurs du domaine public, eh bien, elle sera beaucoup plus rapidement mise en place et elle sera mise en œuvre de manière efficace. Voilà, je suis navré d'avoir été un tout petit peu long. J'espère que je n'ai pas trop explosé le plan horaire, mais je pense que ça me tenait à cœur et au nom aussi des différents milieux que je représente, de pouvoir vous faire part de ces quelques réflexions. Oui, merci beaucoup. Beaucoup d'éléments très pertinents soulevés. Est-ce que l'un des intervenants souhaiterait répondre à un élément qui était soulevé? Moi, j'aimerais peut-être juste 2 points qui ont été vraiment intéressants. C'est la consultation en amont, que toutes les parties prenantes puissent trouver un projet qui puisse convenir à tout le monde. Je pense que ça, c'est la première chose, discuter avec toutes les parties, même si on ne pourra pas satisfaire tout le monde à 100%, on pourra au moins trouver des pistes communes pour arriver à finaliser un projet. Et puis, avoir aussi des parkings à proximité, des parkings indiqués. Je pense que ça aussi, c'est une bonne chose parce qu'on espère toujours, naturellement, il y a toujours pour les commerçants, les citadins, les citoyens de la ville, mais aussi pour ceux qui viennent de l'extérieur, eh ben, un parking avec des indications, le nombre de places disponibles, comment se rendre au centre-ville. Je pense que c'est aussi une bonne piste à creuser. Donc oui, comme il était soulevé, il y a l'approche de consultation, de dialogue, donc de communication, en fin de compte, qui est un élément qui est aussi à prendre en compte. Et dans cette perspective, est-ce qu'il y a des techniques peut-être qui, à force d'usage, ont fait qu'elles sont devenues plus pertinentes à utiliser pour justement éviter qu'il y ait eu une résistance de la population, justement pour mieux expliquer à la population ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des études à ce niveau-là peut-être, Monsieur Babet? Je pourrais peut-être juste intervenir pour dire et redire, suite à l'intervention aussi de Monsieur Allaire, parce que finalement, il évoque implicitement aussi des problématiques relatives au monitoring. Il a parlé par exemple de la mobilité automobile relative aux proches aidants. Il a tout à fait raison. Si on reprend les proportions indiquées dans le micro-recensement, c'est une des grandes causes de mobilité automobile. Ce que j'aimerais peut-être juste dire aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de passer, et d'ailleurs ce débat est également révélateur, on est peut-être en train de passer d'un urbanisme qui était assez fortement top-down, dogmatique, et puis un urbanisme beaucoup plus empirique, alors qui nécessite certes du monitoring, et puis qui est fait de tests, d'expérimentation, de processus participatifs, et puis qui me semble être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus intelligent que ce qui a été fait auparavant. Et puis M. Allaire a cité aussi le terme de coopération. Je pense que c'est un terme qui est fondamental parce qu'aujourd'hui, on se doit d'essayer d'agencer des paysages urbains, de les composer
avec toute une série d'intérêts qui sont contradictoires, qui sont divergents. On les a évoqués très rapidement, hein, que ce soit l'économie, que ce soit l'environnement, que ce soit la sécurité, les enjeux sanitaires. Et puis tout ça nécessite évidemment des espaces de discussion, de débat, de conflits parfois qu'il faut accepter, et puis d'essayer de trouver les solutions les plus audacieuses pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse à nouveau recomposer des paysages urbains dignes de ce nom. Très bien. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat. Flavio, est-ce que tu souhaites les relayer? Alors oui, je peux peut-être relayer quelques-unes de ces réactions. Peut-être commencer par une petite remarque de Madame Albrecher qui nous dit, petite remarque concernant la mention des bancs en tant qu'infrastructure pour personnes âgées. En fait, ils ne sont pas seulement utilisés pour les personnes âgées, mais par tous les groupes de la population, mais de manière très différente. Les bancs sont en effet des stations-service pour tout piéton et toute piétonne. Ainsi, ils sont une infrastructure clé pour eux, active et passive. Et elle nous précise aussi qu'une étude est en cours actuellement à l'EPFL et au LASUR. Ça me permet de faire la transition avec une question de Madame Bigot qui demandait donc les projets qui sont présentés, donc à chaud de fond j'imagine, intègrent-ils une réflexion sur les liens entre zone piétonne, centre-ville et une marchabilité globale sur tout le périmètre de la ville, c'est-à-dire pas de rupture de cheminement, de confort et sécurité des trottoirs, éclairage, etc. Et peut-être c'est une question pour Monsieur Carrard. Alors, je me lance. Alors oui, effectivement, je l'ai présenté dans les premières slides. On a une planification de la mobilité douce à l'échelon communal et c'est clair qu'on a une intention particulière sur le centre-ville où c'est là qu'on a le plus de cheminements qui se font, mais on a toute une connexion qui se fait sur l'ensemble de la ville avec des cheminements qu'on veut qui soient de qualité, confortables et également sécurisés. Donc, il y a toute une planification qui est en cours et la réalisation se fait au gré des années. Merci. Une question de Monsieur Dubois, question à Monsieur Nicolas Babet, voire pour d'autres, dit-il. Est-ce que l'on sait s'il y a des différences dans les paniers moyens des dépenses entre les personnes qui viennent en voiture versus les autres modes, dont la marche? Formulé autrement, est-ce que les bobos avec les revenus plus importants que la moyenne et qui apprécieraient venir à pied ou apprécient venir à pied, à vélo, voire en transport public, ne sont-ils pas justement les clients très importants pour les petits commerces? Alors, on peut répondre partiellement à cette question relativement, par exemple, à une autre statistique qui est la statistique du budget détaillé des ménages. Et puis, dans cette statistique qui est disponible en ligne sur le site de l'OFS, vous avez des données qui sont relatives au niveau de revenus. Et puis, vous avez 500 postes de dépenses qui sont décrits. Donc, ce qui peut être assez intéressant d'ailleurs pour chaque ville pour estimer la taille financière de chaque type de marché induit par les postes de dépenses des ménages. Ceci étant dit, j'ai pris connaissance de certaines études relativement récentes sur les pratiques des bobos en matière d'achat. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, ce sont les bobos qui sont les plus actifs dans le e-commerce. C'est eux qui consomment le plus dans des activités commerciales qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez toxiques pour toutes les communes de Suisse. Très bien, merci. J'aimerais juste ajouter quelque chose Bien sûr, allez-y. À propos de la clientèle. Alors, c'est vrai que les petits commerces dans les centres-villes, c'est des commerces qui offrent des produits de qualité, donc souvent des produits locaux ou des produits suisses qui coûtent un petit peu plus cher que certains produits importés de Chine ou d'autres pays qu'on trouve sur le e-commerce ou dans d'autres grandes surfaces. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu plus de moyens ou, comme on le voit depuis la crise du Covid, des jeunes qui ont de nouveau la conscience d'acheter local. Et ça, c'est aussi une nouvelle clientèle des commerces du centre-ville. Je voudrais rajouter quelque chose. Il me semble qu'il y a une étude qui montrait que
en fin de compte, pour les achats, ça ne jouait pas un très grand rôle, puisque ceux qui venaient à pied venaient plus souvent. Ils avaient les moins grands achats, vu que, ma foi, ils avaient généralement juste un petit chariot avec eux. Mais que, par exemple, pour les aliments, etc., dans les grandes surfaces, les gens venaient et venaient seulement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, en fin de compte, ça se contrebalançait un peu. Et probablement aussi pour la qualité des produits, vous avez certainement raison, on va plutôt au centre-ville quand on veut avoir quelque chose de particulier. Très bien, merci pour ces interventions. Peut-être deux interpellations pour Monsieur De Haller, donc une de Monsieur Opliger qui nous dit il faut mettre en relation l'efficacité du mode voiture et des autres modes pour rapidement comprendre que ce mode n'a pas droit, j'imagine, à la place qu'il a aujourd'hui dans les centres-villes. Et je peux aussi profiter pour relier l'interpellation de Monsieur Laurent qui nous dit en gros l'avenir c'est que les autoroutes arrivent jusqu'au parking pour Monsieur De Haller. Merci. Alors, effectivement, j'ai sous les yeux l'intervention de Monsieur Opliger. Je ne suis pas totalement sûr de comprendre le sens. C'est peut-être parce que je suis plus lettreux que scientifique. Mais s'il pourrait juste préciser sa question, je ne suis pas sûr de comprendre si c'est le mode de voiture qui a trop de place ou pas assez de place. En l'état, c'est clair que aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, j'ai évidemment pas forcément toutes les connaissances scientifiques d'un certain nombre de personnes qui interviennent ce soir, mais c'est clair que la mobilité, jusqu'à il y a quelques années, était, en tout cas régulièrement dans les centres urbains, construite autour de la voiture et de l'accessibilité en transport individuel motorisé. Je crois que c'est quelque chose qui est en train de changer, à juste titre, pour les différentes raisons qui ont été évoquées, mais il n'en demeure pas moins que les centres-villes doivent continuer à pouvoir être accessibles avec les différents modes de transport. Et aujourd'hui, encore une fois, la question n'est pas de prendre un mode de transport pour donner à un autre, mais de trouver la manière dont on pourra, avec les différents modes de transport, arriver le plus rapidement possible dans les centres urbains, et puis de la manière la plus efficace possible, que ce soit pour travailler, pour faire des courses, pour des loisirs ou pour des questions, pour des activités sociales pour lesquelles on voudrait se rendre. Donc, si la question est dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas privilégier un mode par rapport à l'autre, mais trouver la manière de réorganiser les centres urbains de manière à pouvoir, je dirais, créer une cohabitation avec les différents modes de transport. Concernant les autoroutes qui arrivent jusqu'au parking, alors évidemment, on peut caricaturer en se disant on va avoir des pénétrantes avec 4 à 6 voies de chaque côté qui vont du périph' jusqu'au centre-ville. C'est pas ça le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est de concentrer les flux routiers, en particulier le transport individuel motorisé, sur quelques axes qui permettent de quitter le réseau routier principal, essentiellement les autoroutes ou les routes, je dirais, cantonales qui permettent de rejoindre les centres-villes pour pouvoir accéder rapidement au centre-ville et éviter aussi que le transport individuel motorisé ait tendance à essayer de trouver des itinéraires permettant d'échapper à certains axes et de fait à se reporter dans les quartiers d'habitation où là, évidemment, on aurait plutôt tendance à chercher le calme, la quiétude et éviter qu'il y ait des reports de trafic. Merci pour Je peux peut-être rebondir par rapport à ce que dit M. De Haller. Je pense que les débats à l'heure actuelle, ils ne sont pas encore tellement sur la possibilité d'accéder dans les centres-villes avec tous les modes de transport. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand on réaménage nos centres-villes, on garde évidemment l'objectif qu'ils soient toujours accessibles en voiture. La question, ce n'est pas tellement la possibilité d'y accéder, c'est plutôt le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est plutôt la quantité. Et en fait, si on maintient cet objectif de libre choix total du mode de déplacement, on fait face à peut-être une simple concurrence, à une double concurrence économique et puis pratique, sachant qu'à l'heure actuelle, on est encore beaucoup plus axé sur le pratique et on voit que l'attractivité de la voiture explose s'il est possible de se rendre à destination avec la voiture. Et du coup, on fait face à des gros problèmes de quantité. Donc, ce n'est pas tellement la possibilité offerte de pouvoir toujours accéder au centre, c'est de trouver le moyen de gérer ces quantités.
autant pour le stationnement qui consomme énormément d'espace sur l'espace public que pour le trafic qui finalement englue nos axes routiers et pénalise fortement en premier lieu les transports publics, mais aussi la mobilité douce. Et du coup, je crois qu'il n'y a pas une volonté généralisée de chasser complètement la voiture des centres-villes, mais il y a aujourd'hui une volonté affirmée d'arriver à réguler ce trafic, à gérer surtout cette quantité. Et puis, ça passe par différents mécanismes, mais on doit faire un gros travail de définition des ayants droit, de priorisation de l'utilisation des différents modes de transport. Merci. Je relais également la question de Monsieur Lenertz qui nous dit un indicateur important serait aussi la partie des automobilistes qui sont en passage et ceux qui doivent vraiment faire leurs courses en centre-ville. Est-ce que l'on a une idée là-dessus? Finalement, les automobilistes en passage gagnent aussi d'un contournement. Je m'imagine qu'à la Chaux-de-Fonds, c'est un indicateur essentiel pour Monsieur Carrard, j'imagine, cette question. Alors oui, effectivement, on a à peu près un tiers du trafic, notamment sur le centre-ville, qui est du trafic de transit. Donc c'est clair que quand on aura la route de contournement, ce trafic-là ne sera plus au centre-ville. Et du coup, c'est sûr que les automobilistes qui veulent venir au centre-ville faire leurs courses auront aussi une attractivité parce qu'on aura un centre-ville qui sera plus facilement accessible. Mais c'est clair que cet élément-là, il est extrêmement important. Puis on revient toujours à la question du monitorage derrière qui permettra de vérifier ces points. Très bien. Et s'il y a peut-être d'autres questions, sinon on arrive, je pense, gentiment au bout du temps aussi, Lauriane. Je voudrais quand même reprendre la question justement du pavage, parce qu'en ville de Genève, si vous essayez d'arriver avec des pavés, vous allez vous faire taper sur les doigts par mes collègues qui défendent les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est l'objet qu'ils détestent le plus. Et là, vous en avez mis tout plein. Et alors, comment vous arrivez à justifier ça? Parce que chez nous, votre projet, il est mort à cause des pavés, hein. Alors, quand on est sur des projets de réaménagement d'espace public, puis qu'on décide de mettre du pavé, on a toujours des contacts aussi avec les associations qui défendent les personnes à mobilité réduite. Donc après, il y a aussi un choix au niveau du pavé qui règle la question. Il y a des pavés qui doivent être jointoyés, donc avec le ciment. Puis après, sur certains espaces, si nécessaire, on regarde aussi s'il faut réaliser à un moment donné une partie du cheminement pavé avec peut-être des pavés qui sont différents, donc qui sont un peu plus lisses. Mais on a des contacts étroits qui se font avec les associations qui nous guident par rapport à ça. Et de toute façon, ces associations sont consultées dans le cadre de la procédure du permis de construire et nous délivrent chaque fois un préavis par rapport à ces demandes. Mais c'est vrai que le pavé est pour nous synonyme quand même d'espace réservé aux piétons et on a quand même beaucoup de rues et d'anciennes rues à Chaux-de-Fonds où on a le pavé qui est toujours présent. Très bien, merci. Donc oui, on arrive gentiment au bout. Est-ce qu'avant de conclure, quelqu'un aimerait encore intervenir sur quelconque sujet? J'aimerais juste encore rajouter quelque chose. On a parlé beaucoup des commerçants, mais les commerçants, ils apprécient aussi qu'il y ait des places de parc qui puissent être réglementées, mais qui puissent être à disposition. Aussi des médecins, tout ce qui est thérapie, physiothérapeutes, toutes ces paramédicales, en toutes ces professions paramédicales qui permettent aussi d'avoir beaucoup de monde en ville parce qu'il faut aussi que les personnes puissent se déplacer, venir en ville, se garer, déjà par nécessité, parce que quelqu'un qui doit faire des soins, c'est impératif qu'elle ait une place à côté de son centre de soins. Et en même temps, ces personnes-là, elles prennent aussi le temps d'être en ville. Donc, c'est aussi important que ce soit attractif et facilité. Merci encore une fois pour votre disponibilité et pour ce riche échange. Merci aussi également au public pour ces questions pertinentes et à Flavio pour son aide pour le déroulé du débat. Puis au plaisir de vous retrouver à un prochain événement peut-être.